Merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, de rejoindre cette session. Chers participants, chers orateurs, je suis ravie de vous accueillir dans cette session démystifier les SICA pour les villes, retour d'experts, des experts et des villes africaines. Nous sommes dans le sommet Climate Change 2021. Cette session aura pour orateurs des experts, des retours d'expérience des villes africaines et des plans d'action climat, ce que nous appelons les SICAP. Je suis Marianne Serve, d'Expertise France, la coordinatrice. Je suis honorée d'être la modératrice de cette session. Expertise France est une agence qui apporte son expertise dans le domaine du climat, est une des organisations incluses depuis 2019. Nous sommes en place dans 19 villes avec la coopération espagnole, la coopération allemande et la coopération française avec Expertise France. Avant de commencer la session, j'aimerais vous rappeler quelques règles pour le bon déroulé de cette session. Si vous avez besoin de traduction en portugais ou en français, c'est disponible. Cliquez sur l'icône interprétation en bas de l'écran. C'est une réunion Zoom. Les participants pourront donc ouvrir leur micro, mettre leur vidéo et se servir de l'option du chat. Nous demandons à tous les participants de respecter les orateurs et de rester en micro muet pendant leur intervention. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser à tout moment la fonction chat pour vous présenter, pour écrire vos questions et les questions seront lues par les modérateurs aux orateurs durant la session. À présent, j'aimerais rappeler quelques points. Je suis sûre que vous avez participé à la session d'ouverture ce matin. Nous avons eu de très bons orateurs qui ont partagé leurs expériences, ainsi que la directrice de ICLEI Afrique qui a expliqué les détails et les résultats de certaines initiatives. Je suis sûre que vous le savez déjà, la Convention des maires et l'initiative de la COM-SSA est un programme de l'Union européenne qui soutient la dimension du pacte vert dans la lutte contre le changement climatique pour une réponse mondiale. En même temps, la COM-SSA est en partenariat avec l'Union européenne et soutient le programme de la Commission européenne africaine 2023. La COM-SSA est le chapitre régional de l'Alliance des villes mondiales, de la Convention des maires pour l'énergie, en partenariat entre différentes villes, différentes agences et des institutions de planification pour soutenir les villes, pour soutenir donc la lutte contre le changement climatique et donner l'accès à l'énergie renouvelable. Dear all, we're so sorry about that. We seem to have lost the connection of our... Je pense qu'on a perdu la connexion avec notre modératrice. Merci d'attendre. Nous serons de retour rapidement. Merci de patienter, s'il vous plaît.
Hi, good morning, good afternoon, everybody. Just Alors, while bonjour. Alors que nous attendons Marianne, moderator for this session, notre modératrice de cette session, maybe move on to our first. je vais donc passer à notre premier intervenant We hope that Marianne en espérant que Marianne puisse nous rejoindre. possible. So our first speaker, Notre premier orateur, is Kirsty Griffin c'est Christy Griffin, from ICLEI Africa. qui vient d'ICLEI Afrique. We are very excited that she is joining Nous us sommes ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui. today. She's a senior professional officer. Elle est donc une des responsables au niveau de la résilience, énergie. Elle a presque plus d'une décennie d'expérience. Elle travaille dans le secteur du changement climatique, notamment sur le soutien des gouvernements locaux, des localités, des municipalités dans l'action climat. Elle soutient les gouvernements locaux pour coordonner les actions climat et elle est également experte dans l'adaptation climatique. Bonjour Christy, ravie de t'avoir avec nous dans cette session. Nous avons 2 questions à te poser. Tu pourrais d'abord expliquer dans ton expérience quelles sont les clés du succès pour la mise en place des actions climat et ensuite, quelles sont les étapes suivantes pour faire passer la CCAP du projet à l'action. Ce sont donc 2 questions que nous aimerions vous soumettre. Nous serions ravis d'entendre votre réponse à cela et votre opinion sur ces 2 questions. À vous la parole. Merci de m'avoir introduit et présenté de la sorte. J'étais impressionnée. Nous sommes là pour soutenir les villes en Afrique, sur le continent africain, dans leurs actions climat. Nous travaillons aussi avec le GIEC, avec les villes en Afrique. La première question donc concerne quelles sont les clés du succès pour développer une action climat. Je dirais que ma liste viendrait d'avoir pu développer le CCAPS. Pour aujourd'hui, je vais parler des leçons tirées. C'est 3 phases d'abord, c'est-à-dire établir des cibles, développer des actions. Aujourd'hui, je vais tirer les leçons de ces 3 phases principales. La première chose, c'est notre ligne de base. Une des barrières, c'est d'abord développer, bien sûr, cette ligne de base. Dans beaucoup de villes africaines, il n'y a souvent pas de données ou peu de données et c'est difficile de rassembler les données parfaites et ça peut vraiment retarder le processus. Donc, il faut d'abord faire une évaluation de la base pour pouvoir développer les CCAP. La clé, c'est de pouvoir avoir des évaluations rapides pour pouvoir avancer et disposer de ce que nous avons, utiliser les outils pour pouvoir aussi générer ses propres données aussi rapidement que possible. Alors, disposer de ce que nous avons. Souvent, les villes ont beaucoup de données, mais dans des endroits pas toujours évidents. La clé, c'est de pouvoir avoir un bon réseau au milieu des villes pour pouvoir poser les bonnes questions aux bonnes personnes et rassembler les informations nécessaires pour pouvoir donc développer votre ligne de base. Il y a beaucoup d'outils, de ressources qui ont été développés en continu pour toujours soutenir ces rapports. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les outils de proxy data qui soutiennent les inventaires en mettant les données au niveau de la ville. Parfois, vous pouvez avoir un aperçu de ce qui se passe dans les villes. On peut aussi développer, bien sûr, ses propres données en développant des enquêtes. Il y a certaines villes où vous pouvez le faire pour pouvoir accélérer le processus. La deuxième étape, c'est de pouvoir établir des cibles. Souvent, les cibles ne sont pas assez claires et ça rend les choses assez difficiles. Pour que les cibles puissent être accessibles et atteintes, il faut que nous ayons ce que nous appelons SMART, c'est-à-dire que les cibles soient spécifiques,
Il faut pouvoir les mesurer. Comment mesurer les progrès? Il faut qu'elles soient donc accessibles et atteignables. Ces cibles doivent être atteignables avec le budget, avec les informations. Il faut qu'elles soient également réalistes. Il faut qu'elles soient également basées sur un calendrier. Il faut avoir une idée du temps, du planning de ces cibles. Une fois qu'on les a établies, elles peuvent mieux être abouties. La troisième phase, si vous le voulez, c'est pouvoir aussi être beaucoup plus spécifique. Il faut donc être clair dans les objectifs à atteindre, vérifier que ces objectifs sont effectivement réalisables. Nous devons être clairs pour savoir qui va faire quoi. Les leçons à prendre, à tirer, bien sûr, c'est que les actions doivent être en lien avec les décisions qui ont été prises. Il faut qu'elles soient claires et spécifiques et que nous ayons une clarté sur qui va mettre en place quoi. Et une fois cela établi, ce sera beaucoup plus simple pour passer à l'étape suivante. Ensuite, je vais parler de l'importance du sentiment d'appartenance. C'est vraiment critique. Toutes les personnes impliquées dans la mise en place des CCAP doivent être impliquées dans le processus de développement pour pouvoir vraiment prendre possession de ce projet. Il faut que ce CCAP soit développé en partenariat avec la ville, que les personnes soient impliquées dans toutes les étapes du processus pour que chacun comprenne vraiment les besoins de la ville avant que tous les analystes soient impliqués. Chacun doit avoir l'occasion d'être impliqué et nos leçons les plus importantes que nous avons tirées, c'est que plus nous avons de personnes impliquées dans le processus, plus les gens auront à cœur de faire réussir cette action. Voilà donc la réponse à la première question. La deuxième question, c'était les étapes suivantes. Après cette mise en place, donc comment faire passer du plan à l'action. Une fois que le CCAP est établi, tout le monde a été impliqué dès le début. Alors, à partir de là, comment faire passer le plan à l'action? Et j'ai quelques leçons que nous avons tirées de notre expérience. La première étape, une fois que vous avez le CCAP, c'est probablement très grand. Beaucoup de choses sont incluses dans le CCAP. La première étape, c'est de savoir qui est en charge de quoi, pour quelle action. Confirmer qui fait quoi. Ensuite, regardez l'action, séparer donc les actions pour savoir clairement qui fait quoi et qui doit faire passer telle étape à la suivante, séparer les actions qui doivent être prises par la ville et les séparer des autres actions par le département et séparer les actions, trier les actions qui ont besoin d'un financement externe. Pour l'instant, nous nous focalisons sur les villes. Comment donc faire passer le plan à l'action? Mon message vraiment, c'est vraiment très, très important, je ne peux pas le souligner suffisamment, d'inclure toutes les parties prenantes dans les plans de préparation, de développement. C'est très important. Cela dépend effectivement des villes. Par exemple, comme certaines actions doivent être réparties dans les différents départements. Par exemple, les actions en lien avec l'eau, qui est déjà reliée à une action déjà en cours, etc. Et où ça peut être inclus dans un autre plan. Il est vraiment important que peu importe où va l'action, qu'elle soit inclue, soit dans un plan séparé ou dans un plan déjà existant. Sinon, nous ne pourrons pas vraiment aller de l'avant. Si vous ne faites pas For this to happen, it means that actions need to be presented to the relevant council meeting and are included in the updates of these plans. And as this is a process the city can drive, it's really, really comme c'est un processus qui peut être mené par la ville, cela veut dire qu'idéalement, il devrait être intégré dans le processus depuis le départ.
Alors, la dernière partie, il s'agit de comment est-ce que les parties externes peuvent prendre part. Alors, lorsqu'on a besoin de fonds externes pour démarrer ces processeurs, il faut créer une cartographie et lister les actions externes et lister un budget, et effectuer un budget si ce n'a pas été encore fait et passer en revue toutes les étapes du plan pour sa mise en œuvre. Alors, parfois, on a besoin de fonds spécifiques, donc il faut voir ces bailleurs spécifiques. Et pour la mise en œuvre, il faut voir donc selon les différentes parties prenantes. Donc ensuite, mon dernier point, le numéro 4, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Les actions CACAP sont communiquées assez largement pour un public large et ainsi, plus seront grandes vos chances de succès. Merci pour votre attention. Thank you very much, Kirsty, for this. Merci beaucoup, Kirsty, pour cette présentation très intéressante. Je suis de retour auprès de vous après une petite déconnexion et maintenant, je vais vous présenter notre prochain orateur. Nous avons Monsieur Matheus Ortega de C40. Matheus Ortega sert en tant que manager senior pour l'équipe Urban Seaship. Il prépare des capacités et renforce les capacités afin de pouvoir s'engager vers des objectifs plus ambitieux pour le climat. Il permet de développer des modules de cours pour renforcer les capacités. Matheus a été aussi le conseiller pour le Salvador au Brésil en travaillant à l'hôtel de ville pour coordonner le plan d'action, le premier du genre. Chez Safe 40, il travaille pour le gouvernement du Royaume-Uni au Brésil et il travaille sur la livraison d'un fonds et sur un fonds de programme de millions en collaboration avec des partenaires internationaux comme la Banque mondiale. Il a aussi travaillé en tant que directeur de projet pour des planifications de villes intelligentes, mobilité, équipement et habitat intelligent également. Il a un MBA en relations publiques, un master en sciences de la London School d'Économie. Mathéus, la parole est à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Salvador, la ville de Salvador où je vis, donc c'est une ville du Brésil et c'est la ville la plus noire en dehors d'Afrique à cause de la descendance africaine. Et donc, c'est une ville qui a beaucoup de traditions africaines, de culture africaine et donc une ville artistique passionnante près de la plage, au bord de la plage, donc un endroit formidable où habiter. Moi, j'ai travaillé donc avec C40 pour mettre en place un plan, la première action pour le climat ici. Et je sais qu'on a beaucoup de personnes de différentes villes, mais moi, j'aimerais dire que les 3 défis majeurs auxquels nous avons été confrontés, l'un d'entre eux a été la pauvreté, l'inégalité. Les inégalités, nous avons environ un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, cela veut dire qu'il est très difficile de se concentrer sur l'ordre du jour du changement climatique. Et lorsqu'on a un problème critique de pauvreté et que la politique va se concentrer là-dessus. Ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'est d'essayer de lier l'ordre du jour de la pauvreté avec celui du climat. Et en faisant cela, on a pu engager plus de niveau politique. Et alors, nous travaillons. Alors, il y a aussi beaucoup de problèmes au Salvador, beaucoup de personnes qui vivent de façon informelle, de l'habitat informel. Donc, parfois, il y a donc des pluies importantes ou des conditions extrêmes climatiques qui vont créer des conditions critiques pour ces personnes. Mais ce sont donc ça rendit les choses un peu plus difficiles au niveau des politiques publiques.
Et pour les défis techniques, les données sont difficilement accessibles. Donc, nous avons été confrontés à de nombreux défis, mais nous avons réussi à produire un plan d'action robuste pour le climat ici à Salvador, qui est utilisé comme référence pour d'autres villes dans d'autres pays et surtout pour des pays pour des villes qui ne sont pas dans des pays en voie de développement. C'est un processus très différent lorsqu'il faut gérer le contexte de la pauvreté dans les villes. Et donc, pour vous en dire un peu plus sur le modèle pour le planning pour l'action pour le climat, eh bien, il faut que ce soit basé sur la science. Un plan n'est qu'un écrit, un papier en fait, mais il faut avoir des arguments forts et il faut pouvoir se reposer sur des faits scientifiques. Donc, l'important, c'est d'avoir l'atténuation et l'adaptation qui soient également très bien documentées avec un appui scientifique à nouveau, avec des analyses de risques, une évaluation dans les villes afin que quand on a la prise de décision pour des actions, lorsqu'il faut discuter avec le public, lorsqu'on ouvre la discussion au public, eh bien, vous avez un discours robuste pour votre plan d'action climat. Et pour être honnête sur notre processus à Salvador, eh bien, nous avons reçu beaucoup d'opposition de la part des sociétés civiles, surtout à cause du contexte politique de l'année d'élection que nous avons eue. Mais nous avons tenu notre position et ce qu'il a fallu faire, c'est d'avoir donc des arguments scientifiques très forts pour pouvoir justifier des actions que nous souhaitions prioriser. Et parce que nous avions ce soutien scientifique et que les maires, les secrétaires, les personnes qui pouvaient soutenir le plan, eh bien, il y a eu un autre défi et difficulté. Il y avait déjà beaucoup de plans en cours pour la ville et c'est ce que Kirsi a mentionné. La ville a déjà un plan de transport, différents plans pour la ville, notamment pour tout ce qui est assainissement, hygiène, donc pour les 6 CAP. Je pense que ce qui est critique ici, et je vais en dire un peu plus sur les leçons retenues, eh bien, il y en a 5. Pour la première, comment faire d'un CAP qu'il soit facilement mis en œuvre. Comme Kirsti l'a dit, à nouveau, il faut généraliser, intégrer, avoir différents types de départements impliqués dans le processus. J'ai fait une recherche sur C40, le plan d'action qui a été lancé l'année dernière, et pour des villes comme Quito, Équateur, Rio au Brésil, et le nombre moyen de départements impliqués pour mener des actions était 18, au nombre de 18. Donc, ça fait beaucoup de différents départements impliqués dans la planification des actions pour le climat et pour la mise en œuvre. Donc, cela veut dire que vous avez besoin d'un travail transversal entre départements très fort également. Et la deuxième leçon retenue, c'est d'avoir un point focal fort, avoir un département pour la durabilité, pour le changement climatique, quelqu'un qui vraiment sera propriétaire du plan et qui pourra faire la promotion interne, à l'externe, qui pourra considérer cela comme son fils ou sa fille, son enfant. Et il faut avoir un secrétariat du département qui soit le point focal. C'est également critique, car si vous n'avez pas cela, le risque sera que le plan n'aura pas de suivi sur les différents développements. La troisième leçon retenue, dirais-je, c'est qu'il y a un tel besoin d'appui politique. Si le maire ne veut pas de ce plan, eh bien, ce sera vraiment très difficile à mettre en œuvre. Donc, la première étape que nous mettons en avant dans les processus C40, c'est nous essayons de faire en sorte que le maire s'engage, qu'il y ait un engagement donc et qu'il fasse en sorte que la ville regarde ces problèmes comme étant des priorités. La quatrième leçon retenue, l'engagement des communautés. Le plan ne devrait pas seulement être quelque chose mené par la ville et à travers les différents départements, mais cela devrait être quelque chose que les citoyens
connaissent, qu'ils soient au courant, qu'ils puissent partager leurs avis sur la manière dont le plan d'action devrait se présenter. Pour vous donner un exemple, je rendais visite à une communauté, un quartier à Salvador, et ils avaient de gros problèmes avec les glissements de terrain parce que lorsqu'il pleut, eh bien, les fortes pluies entraînent toutes les poubelles, tous les déchets qui avaient été déposés sur les collines et en fait, il y a des glissements de terrain. Donc, nous sommes allés les voir, nous leur avons demandé pourquoi déversez-vous vos déchets sur les collines, sur les côtés les côtes des montagnes. Et donc, ils ont répondu, eh bien, nous n'avons pas de lieu où nous pouvons décharger nos déchets. Il faut marcher 1 kilomètre pour que les camions puissent collecter les déchets. C'est trop loin et c'est pour ça qu'on les dépose là. Donc, il faut comprendre ce qu'il se passe avec les différentes communautés et cela fera toute la différence lorsqu'on planifie. Sinon, vous allez créer un plan qui va être très formel, qui rentre dans les cases requises, mais qui ne sera pas en ligne avec les besoins des communautés. Donc, la 5e leçon retenue, je dois dire, il s'agit d'être très analytique, se concentrer sur la science, donc avec des éléments techniques et scientifiques. Souvent, il y a des organisations qui vont soutenir ce travail parce qu'il est tout à fait crucial de suivre les données et d'avoir les bonnes données à jour dans vos bases afin de pouvoir mener des actions grâce à ces données. La gestion de données est quelque chose de réellement très important. Il faut savoir quels sont les chiffres dans la ville. Dans le cas de Salvador, nous avions eu beaucoup de défis face à cela parce qu'il y avait beaucoup de choses qui entraient sous les données ont été partagées entre différents départements. Et donc, les données sur la gestion de l'eau appartenaient à une institution différente. Pour la mobilité, c'était encore dans une autre. Et lorsqu'il a fallu compiler tout cela, eh bien, il a fallu contacter les différentes personnes pour rassembler les données et créer un plan solide. Donc, voilà ce qui représente encore un gros défi. Et pour la partie finale de ma présentation, pour le financement et la mise en œuvre, je vais donner un exemple. Je crois que cela pourra aider, cela vous sera utile. À Salvador, nous avons eu 53 actions dans notre plan d'action. Les actions qui ont été listées ici sont comme une fenêtre ouverte sur des opportunités pour le financement, puisque vous avez un plan public signé par le maire qui dit « nous voulons faire ceci ». Cela aide beaucoup lorsque vous essayez d'obtenir des financements de partenaires externes et même à l'interne au sein du département de finances du pays. Alors, nous avons intégré dans le plan le fait que la ville s'intéressait au développement de l'énergie solaire et à trouver des manières alternatives pour le financement. Il n'y avait pas d'action claire qui en est ressortie, mais tout était en place. C'était une stratégie. Et cette année, en fait, après que le plan ait été lancé, après le lancement, nous avons pu sécuriser un support technique pour créer une loi sur le solaire et parce que nous avons eu cette action au sein du plan. Si elle n'existait pas, il aurait été bien plus compliqué de faire cela puisque le financement arrive lorsqu'il y a une base solide, technique et des analyses venant de la ville. Ce que je dis ici, c'est que pour obtenir un financement et pour pouvoir livrer les actions, eh bien, vous aurez certainement besoin d'insérer donc ces connaissances scientifiques et il faut clairement dire quels sont vos objectifs. Donc, C40 obtient des financements de la Banque mondiale. Voilà, si vous annoncez tout cela, eh bien, il faut les analyses, les bonnes données scientifiques et cela fera toute la différence. Si vous avez l'approbation du maire, vous avez l'engagement de la société civile et donc vous pouvez contacter les organisations et trouver le bon financement pour vos projets. Voici quelques conseils que je voulais vous donner. J'espère que cela vous sera utile. Je serai heureux à nouveau de vous parler après, de répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathéus, pour cette présentation claire et riche. Merci pour toutes vos astuces, vos conseils. Je crois que ça va être utile pour tous nos participants ici. Et maintenant, j'aimerais vous présenter notre troisième orateur qui vient d'Ouganda, Monsieur Anthony Philippe Emenian. Anthony est
en charge de l'agriculture et du département de production. Avec 7 ans d'expérience, Anthony a travaillé avec les municipalités depuis 2014. La municipalité, donc, il y coordonne la mise en œuvre des projets et les interventions. Mais dans le passé, il a également travaillé dans la transition énergétique et la recherche, a été impliqué activement dans les processus avec le soutien de la city de Kampala, la ville de Kampala, et il travaille à la priorisation pour le COMESSA avec le soutien d'Expertise France. Anthony, nous aimerions donc vous écouter maintenant, parler de votre expérience à développer le CICAP avec le soutien d'une autre ville qui avait déjà eu l'expérience, Kampala donc. Et nous aimerions maintenant savoir, maintenant que votre CICAP a été approuvé, quelles seront les prochaines étapes dans le développement du projet que vous avez priorisé. Merci beaucoup, Marianne, pour cette présentation. Et je vais afficher la présentation à présent. Alors, voici la présentation, le PowerPoint, s'il vous plaît. Vous pouvez me l'afficher? Alors, je ne suis pas en charge de la présentation, malheureusement, mais je peux le faire de toute façon. Attendez, je vais le faire. Tara dit qu'elle s'excuse parce qu'elle ne l'a pas. J'ai accès au partage d'écran. Désolée pour l'attente. Voici. Alors, est-ce que tout le monde voit la présentation à présent? Pas encore. Pas encore. Est-ce que ça charge? Marianne, si vous avez 2 écrans, peut-être revenez à l'écran principal. Est-ce que vous m'entendez? Marianne? Alors, mon écran était bloqué. On va réessayer. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Oui. Oui, merci beaucoup. Prochaine. Alors, KCC, elle est une municipalité dans la partie ouest de l'Ouganda. Elle est à la frontière et donc c'est un site préservé. Il y a 2 parcs nationaux qui en font partie, le Nyankwamba. Alors, elle est à 420 km de la ville de Kampala et donc à 55 km de la République démocratique du Congo. Alors, nous aidons les municipalités dans leur transition. C'est principalement une population d'agriculteurs avec 50% de la population qui est dépendante d'une manière ou d'une autre de l'agriculture, par rapport à l'agriculture. Donc, ce qui est important, c'est que depuis 2014, nous avons développé une aide annuelle. Désolé, le son n'est pas très bon. Alors, il y a la rivière qui déborde régulièrement. Donc, l'administration et le district plus large a bien voulu prendre des actions pour le climat, pour sécuriser le futur de la municipalité et de la région de manière plus générale. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Alors, depuis 2017, nous avons commencé à lancer des actions pour répondre à ce changement climatique et cela a démarré avec un partenariat avec KCCA. Cela a démarré donc en octobre 2017. Donc, nous travaillons avec des intermunicipalités pour soutenir le développement des SICAP. Et puis en août 2018, la municipalité a passé une résolution pour rejoindre le COMSA. Et donc, l'accord a été soumis en septembre de la même année et un an plus tard, en août 2019, c'est lorsque la municipalité a reçu la consultance donc pour les émissions de CO2 et pour l'évaluation de ces émissions. Donc, c'était une consultation avec l'université majeure en Ouganda. Ils avaient eu une expérience dans ce domaine, donc c'était relativement facile pour eux de naviguer, de nous aider à rassembler des données sur la culture, les populations, etc. Et donc, entre août 2018 et 2019, les travaux qui ont été entrepris ont été réalisés avec le partenariat, donc avec KCCA. Et entre septembre et novembre 2019, nous avons commencé à constituer une collecte de données. La collecte de données, donc certaines de ces collectes incluaient des vidéos, des interviews avec les différentes parties prenantes, donc des gestionnaires de différentes villes, de sociétés, l'aérodrome également, les mines et quelques leaders locaux. Et bien sûr, il y a eu des consultations publiques avec les communautés les plus affectées par ces changements. Et il y a certaines communautés de la région qui ont donc commencé, et celles qui ont été les plus vulnérables à ces changements climatiques, donc ont pu participer. Nous avons eu beaucoup de visites de terrain pour vérifier certaines des informations qui avaient été collectées lors des différentes interviews. Et bien entendu, ceci a été complété par une revue de toute la littérature qui existait des précédentes études. Et donc, donc, il y a beaucoup de documents qui ont aidé également pour constituer nos rapports. Et le fait de travailler avec la région, avec le district, on a pu faire une cartographie et pour le plan d'action, tous ces documents ont permis de regrouper un bon nombre d'informations pour créer SICAP. Et avec le plan qui était en cours à l'époque, donc ça a été depuis juillet 2019 jusqu'en juin 2020. Après cette collecte de données, l'équipe les a analysées et en mars 2020, quelques mois plus tard, nous sommes passés à la planification du plan d'action pour la prévision, l'organisation et la plupart des pratiques. Alors, la plupart des personnes qui avaient contribué à cette collecte de données ont apporté un certain nombre de partenaires qui se sont révélés très importants pour la mise en œuvre de la plupart de ces actions. La plupart de cela incluait quelques CSO qui travaillaient avec les municipalités, des sociétés également,
des politiciens locaux. Et donc, cet exercice a été très participatif. Il y a eu plusieurs phases de réunions, différentes étapes avec différentes parties prenantes. Et puis, nous sommes passés à la phase finale avec toutes les parties prenantes pour consolider. Après cette phase-là, il y a eu la compilation des données, de toutes les informations et le projet final du SICAP avec l'équipe KCCA a été prêt en septembre 2020 et en avril 2021, notre conseil a approuvé le SICAP. Donc, cet interprocessus, depuis la création et à tout le processus consultatif jusqu'à l'approbation de SICAP a pris 12 mois et a été coordonné par le directeur de l'environnement de la municipalité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, vous voyez les parties prenantes principales qui ont participé au projet. Mais ce que j'aimerais faire, c'est de porter votre attention sur le comité de planification. Comme il a été mentionné juste avant, il y a beaucoup de départements qui sont impliqués et il faut que tous les départements aient un comité de planification technique et eux se sont impliqués très fortement dans le processus SICAP et avec le comité exécutif également afin de coordonner le travail. Il y a un nombre d'entreprises qui sont mentionnées ici. Compagnie de distribution d'électricité, l'aérodrome. On a une société des hôtels également qui sont présents ici sur ce tableau que vous voyez à l'écran. Tous ont été semblés pertinents et ont fait partie du processus de validation des données. Cela a été très important pour nous puisque c'était nos partenaires pour la mise en œuvre. Donc, le processus de validation a été coordonné par l'université qui a permis la collecte de données et on a voulu que la science soit au plus proche de la pratique que possible. Dernière diapositive, je vous prie. Ce processus intégral n'aurait pas été possible sans le soutien de nos partenaires. Donc, on a parlé de l'université Makerere, du secrétariat également et de KCC District et du KCCA, Kampala Capital City Authority. Ils nous ont apporté leur soutien dans leur collecte de données et avec les gouvernements locaux. Donc, nous avions entrepris certaines des études auparavant. Ils avaient déjà entrepris certaines études auparavant et donc ils nous ont bien aidés dans le soutien nécessaire. Maintenant, nous allons continuer à travailler sur de nouveaux plans. Ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte du KCCA, avec la rivière Nyamba, le 7 juillet, enfin en juillet cette année, alors oui, bien sûr, la rivière a débordé et donc cela a provoqué beaucoup de réactions. Nous avons déjà eu beaucoup de concertation sur la vallée Nyamba et voici certaines des actions que nous avons identifiées comme nécessaires qui pourraient répondre également à notre consultation initiale. Nous avons travaillé avec Expertise France pour développer certaines des priorités, des actions prioritaires et certaines de ces actions incluent le travail sur le délaissement de la gestion des forêts. Nous travaillons sur la cartographie également avec les municipalités, sur des plans d'action complets et sur les systèmes de gestion comme faisant partie de la même initiative. Et nous nous concentrons également sur le renforcement des capacités. Et nous recherchons donc dans ce processus,
de pouvoir joindre un nombre de parties prenantes, d'acteurs, et j'ai eu le privilège de vous parler aujourd'hui. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup. Thank you very much, Anthony, and I think it will be also a pleasure. Merci, je pense que ce sera également très bien pour nous de travailler avec vous, avec l'implantation des CCAP. KCC, c'était la première des villes à présenter son développement CCAP, qui a donc complété le CCAP. Maintenant, nous allons écouter une autre ville au milieu du processus CCAP. Donc, c'est Bobo Dioulasso au Burkina Faso. C'est Chantal Cambiré qui sera notre oratrice. Elle est avec nous aujourd'hui. Chantal Cambiré, elle a donc fait une vidéo à cause des problèmes de connexion. Nous allons suivre la vidéo. Je vais donc introduire Chantal avec sa biographie. Madame Chantal Cambiré, responsable de la jeunesse féminine dans l'élaboration du CCAP. Elle travaille avec une organisation au Burkina Faso. Je vais la laisser nous parler par la vidéo que nous allons voir maintenant. Alors, nous sommes ici aujourd'hui avec Madame Chantal Cambiré, qui est la présidente de l'Organisation de la jeunesse féminine à Bobo. Et Madame Cambiré, si vous voulez bien commencer pour vous présenter un petit peu et nous expliquer qu'est-ce que vous faites à Bobo. Je suis Cambiré Mouline Chantal. Je suis instructrice de formation et je suis la présidente de l'Organisation de la jeunesse féminine OJF à Bobo Dioulasso. Quel a été le rôle de votre association et aussi de la société civile en général dans l'élaboration du CCAP? Dans l'élaboration du CCAP, l'Organisation de la jeunesse féminine a participé activement aux côtés d'autres organisations de la société civile et d'autres entités également, a participé activement à l'élaboration du plan climat-énergie de la commune de Bobo Dioulasso. Il faut dire que depuis le début, depuis l'identification des priorités, l'évaluation des priorités et l'élaboration du plan climat, nous avons participé activement aux côtés des autres entités, c'est-à-dire les autres services déconcentrés de la commune et les autres OSC également, les autres organisations de la société civile. On a participé dans tout le processus. Pensez-vous que cet autre groupe de la société civile dont vous faites mention ont profité de leur participation au processus, par exemple en devenant plus conscients des effets du changement climatique et comprenant comment s'y adapter? Oui, parce que toutes les entités qui ont participé, y compris l'Organisation de la jeunesse féminine, toutes les OST également qui ont participé, ont tiré vraiment un grand profit. Parce que les ateliers auxquels nous avons tous participé nous ont donné confiance et nous ont appris à prendre conscience vraiment de l'importance du plan climat énergie de la commune de Bobo Dioulasso. Nous avons aussi beaucoup appris, voilà, tout ce qui les conséquences vraiment du changement climatique et tout ce qui peut en découler aussi des changements climatiques sur la vie de la population.
On a vraiment beaucoup appris et ça nous a permis de prendre conscience de ce qui peut arriver, à la population sur les effets du changement climatique. Et par rapport à tout ça que vous avez appris dans ces processus et à la prise de conscience de risques qui sont liés au changement climatique, en base de votre expérience avec la ville de Bobo, quel est le risque, à votre avis, le plus grand pour la ville dans ce qui concerne le changement climatique? Par rapport suite à notre participation, ce qui pourrait arriver à Bobo, il faut dire qu'il y a les fortes sécheresses, mais également les inondations. Il y a également les inondations qui pourraient arriver comme conséquence du changement climatique sur la ville de Bobo-Dioulasso. Et finalement, pour continuer de discuter un petit peu sur l'impact de ces documents sur le long terme, comment mesurez-vous cet impact? Il faut dire que si toutefois le plan climat-énergie de la commune de Bobo-Dioulasso est adopté, cela pourrait avoir des répercussions positives sur la vie de la population de la commune de Bobo-Dioulasso. Parce que si la population est éduquée et au bon comportement sur le changement climatique, elle pourrait mieux vivre. La population pourrait mieux vivre. Et en tant que OSC féminine et l'organisation de la jeunesse féminine, les femmes et les jeunes filles, voilà, et les autres membres de la population pourront mieux vivre. On aurait une conséquence positive sur la vie de la population. Par exemple, si la population est bien éduquée à l'évacuation des déchets plastiques et des déchets ménagers, déchets plastiques, et au tri également des déchets ménagers, cela pourrait avoir une conséquence positive sur la vie de la population. Tout à fait, Madame Caméré. J'en suis sûr que le rôle des femmes, c'est vraiment important dans ces processus de prise de conscience. Pour terminer, est-ce que vous souhaitez partager quelques autres opinions sur l'initiative comme ça, sur le plan climatique ou sur le rôle de votre organisation que vous n'avez déjà partagé avec nous? Je pense que c'est une très belle initiative de la commune de Bobo-Dioulasso de penser à élaborer un plan climat-énergie pour la vie de la commune, de la population de la dite commune. Parce que si ça n'existait pas, il fallait vraiment qu'on pense à créer le plan énergie de la commune. Parce que si toutefois elle est adoptée et bien exécutée, je pense qu'on pourrait avoir vraiment une vie meilleure que celle qu'on a présentement. Et l'organisation de la jeunesse féminine qui œuvre dans le domaine du changement climatique, de la protection de l'environnement, sera la plus heureuse de voir ce plan énergie et climat adopté pour la commune de Bobo-Dioulasso. Merci beaucoup, Madame Cambiré, d'avoir partagé vos témoignages avec nous. Et on vous souhaite toute la chance du monde avec l'organisation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup également. Thank you very much for this presentation. Merci. However, I don't see
Je ne vois pas Chantal dans les participants. On m'a dit qu'elle serait quand même là pour répondre aux questions, à moins qu'elle soit connectée avec un autre nom. Madame Cambiré, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes sous un autre nom? Est-ce qu'il y a des questions pour vous? Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, c'est triste parce que s'il y a des questions pour Chantal, peut-être on peut les écrire dans le chat et on lui transférera. Il nous reste encore un orateur ou une participante qui n'est pas la moindre, Madame Elena Santieri de UN Habitat, qui soutient le développement du SICAP, un SICAP joint au Mozambique, un autre concept intéressant comparé à ce que nous avons vu jusqu'ici aussi, qu'on peut comparer à ce qu'on a vu jusqu'ici. Madame Elena Santieri était une architecte spécialisée dans l'architecture d'urgence et la résilience à l'Université de Venise, consultante en résilience de développement urbain à ONU Habitat depuis 2018. Elle a de l'expérience dans des projets liés à la gestion, à la réduction des risques à catastrophes, adaptation au changement climatique, résilience urbaine, ainsi qu'à la planification et développement urbain et métropolitain. Madame Santieri, 2 questions. UN Habitat soutient l'ACD à la mise en œuvre du comme SSA au Mozambique. L'approche que vous allez utiliser est une approche conjointe. Pourquoi cette approche? Expliquez-nous quelle est cette approche dans ce contexte et dans quel autre contexte les signataires devraient-ils envisager une telle approche et en quoi une approche conjointe CCAP est-elle utile du point de vue du financement et de la mise en œuvre? Thank you very much, Marianne. Merci beaucoup, Marianne. Bonjour à tous. Je suis Elena Santieri. Thank you. I'm Elena Santieri and je suis Elena Santieri du UN Habitat Mozambique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre expérience d'une CCAP conjointe. Beaucoup le savent déjà. Nous avons une population urbaine qui grandit au Mozambique, qui va atteindre 70% en 2050. Les régions métropolitaines concentrent 41% de la population urbaine. Maputo, le grand Maputo n'est pas une exception. Maputo forme une conurbation avec les municipalités de Boane et Matola dans le district de Marakwene. Comme les autres villes africaines, cette région fait face à une urbanisation rapide. Dans ce contexte, on le voit ici sur l'image, 2,5 millions de personnes vivent dans la région de Maputo. Dans cette région, 10% de la population totale du Mozambique. Mais cette croissance d'urbanisation n'est pas égale. Beaucoup de cités, de villes, au niveau des services, d'autres villes ont une croissance de 1%, alors que d'autres villes, comme Boale, donc dans les environs de Maputo, ont une croissance beaucoup plus rapide, de 10% environ, tandis que d'autres quartiers se développent à environ 1%. Le contexte climatique du Mozambique, c'est un pays qui est parmi les 3 pays qui sont les plus exposés aux risques climatiques, aux cyclones, aux sécheresses, aux inondations. Très susceptible, très vulnérable au changement climatique. 60% de la population vit sur les régions côtières, dans les grands centres urbains, avec un risque bien sûr plus important d'être exposé. L'impact du changement climatique, notamment les inondations, les sécheresses, les cyclones. Dans ce contexte,
Maputo et la région de Maputo, avec ses villes aux alentours, sont dans un environnement qui interagit au niveau social et économique et qui aurait besoin donc vraiment d'aménagement conjoint, malgré la situation climatique. Le Mozambique est très engagé malgré tout à combattre le changement climatique et les risques climatiques. Nous avons 17 villes signataires depuis 2017 dans la COMSA. Maputo a rejoint l'an dernier, mais les autres villes étaient là depuis 2017. Malgré les besoins de gestion conjointe dans cette région, les transports publics, c'est le premier espace de transport qui est géré par une approche métropolitaine. Et également, les services des eaux sont conjoints également, c'est un bon signe. Nous sommes encore loin malgré tout d'initiatives métropolitaines pour les autres services. Alors, sur la base de ce contexte que je viens d'illustrer, je peux expliquer quelle serait notre approche et notre méthodologie que nous allons utiliser pour développer les SICAP à cause de l'interrelation sociale, économique et des interdépendances entre les 3 grandes municipalités. Comme je l'ai dit avant, une approche conjointe sera adoptée pour la mise en place du SICAP dans cette région. Le SICAP sera coordonné et sa mise en place sera faite par UN Habitat avec les 3 municipalités, avec des points principaux qui seront désignés pour avoir la participation active de toutes les municipalités. Comme cela a été recommandé, le calendrier sera entre 12 à 18 mois avec une tentative de démarrage en septembre de ce mois. Et la mise en place sera coordonnée par les municipalités locales, supervisée par le gouvernement national également, avec les ministères différents, le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports et le ministère de l'administration centrale. Nous voulons avoir un comité technique pour veiller à cette coordination. Et ensuite, l'approche sera vraiment importante pour veiller à la durabilité de ce projet et également la capacité au développement des capacités, l'approche participative. Alors, quels sont les défis rencontrés? Je vais essayer d'exposer rapidement nos défis, les défis auxquels nous faisons face et quelles seraient également les opportunités dans un tel projet. D'abord, comme je l'ai déjà dit, c'est que la métropole Maputo n'est pas une région institutionnalisée ou formelle. C'est quelque chose qui reste, n'est pas formel. Ce n'est pas le seul cas dans ce sens, mais en Mozambique en général, il y a beaucoup de coordination, de services, etc. Avec des vulnérabilités climatiques semblables. Mais en même temps, nous ne sommes pas encore institutionnalisés. Dans ce contexte, une coordination verticale et horizontale, bien sûr, a besoin d'être améliorée. Ça pourrait être un défi, notamment lorsque l'on parle de coordination entre les gouvernements locaux, les municipalités, le gouvernement national est un élément clé pour répondre aux risques climatiques et à l'adaptation climatique. Le manque aussi de données au Mozambique, au niveau urbain notamment, est un autre défi de taille qui nous imposerait d'adapter nos outils au niveau local. Puisque nous essayons d'avoir une approche conjointe,
Nous aurons des projets métropolitains, pardon, mais également des projets qui seront à l'échelle municipale. C'est aussi une occasion pour nous d'avoir d'autres leviers de levée de fonds. Alors, quelles sont les opportunités dans ce projet? Et les défis peuvent devenir des opportunités. Donc, ce CCAP conjoint serait un des premiers plans ou un des premiers instruments normatifs au niveau métropolitain au Mozambique qui pourrait ensuite manifester l'urgence d'institutionnaliser la grande métropole de Maputo et d'en faire une région métropolitaine. Nous avons un plan de mobilité urbaine déjà qui est assez stratégique. Malgré cela, nous croyons que ça pourrait être un signe pour soutenir cette région dans son institutionnalisation, la création, bien sûr, d'un comité de pilotage, comité technique pour créer un espace de dialogue, de coordination entre les autorités locales et les autorités nationales pour avoir une vision commune, qui pourrait également créer, bien sûr, une base de données au niveau métropolitain. Ce serait quelque chose de tout à fait utile et précieux. Et nous voulons aussi augmenter la capacité des données dans ces trois villes. Et le dernier point, la dernière opportunité, c'est que cela puisse devenir une référence pour d'autres villes signataires dans le pays, bien sûr. Merci pour votre attention. Maintenant, je peux répondre aux deux questions qui ont été posées auparavant. Concernant la première question, l'approche que vous avez utilisée est une approche conjointe. Pourquoi cette approche est-elle appropriée pour ce contexte et dans quel autre contexte les signataires devraient-ils envisager cette approche? Je crois réellement que j'ai répondu quelque part dans la présentation, mais qu'une CCAP jointe, c'est spécifiquement important pour ce cas de la ville métropolitaine de Maputo qui nous permet et qui permet aux trois municipalités d'établir peut-être pour la première fois un dialogue et d'avoir des opportunités conjointes pour répondre aux risques climatiques. Avec le changement climatique, nous avons également des objectifs communs. De plus, cette approche métropolitaine est importante pour permettre le cofinancement des municipalités, pour avoir un espace qui n'existe pas pour le moment de dialogue, d'échange en dehors du transport. Cette approche pourrait effectivement peut-être être appliquée à d'autres régions, c'est-à-dire d'institutionnaliser les régions métropolitaines ou les régions, surtout si elles ont des interdépendances dans les régions urbaines, de pouvoir qui partagent les défis communs en termes d'adaptation, d'atténuation, et pour d'autres régions qui pourraient regrouper leurs efforts pour les levées de fonds. Je peux suggérer cette approche conjointe à d'autres régions métropolitaines, d'autres régions urbaines, des régions qui sont ou des métropoles qui sont qui interagissent. Qui n'ont pas forcément encore un cadre bien planifié. Alors, dernière question. La dernière question, c'est en quoi une approche conjointe CCAP est-elle utile du point de vue du financement et de la mise en œuvre du projet? Je crois que c'est une question tout à fait intéressante. La CCAP conjointe peut soutenir les municipalités, comme je l'ai dit, pour les aider à être plus indépendantes vis-à-vis des gouvernements centraux pour avoir accès à des données, à des ressources au niveau urbain ou au niveau régional dans ce cas précis. Dans ce cas, Maputo
n'est pas encore institutionnalisé. Donc, ça peut nous aider à créer cet espace qui, normalement, n'existerait pas, mais en même temps, je pense que ça peut s'appliquer aux 3 autres cas que j'ai mentionnés. Cette CCAP conjointe peut permettre aux municipalités d'être plus autonomes et d'avoir également plus de pouvoir pour lever des fonds pour d'autres projets pertinents. C'est-à-dire, c'est joindre ses forces pour avoir un meilleur impact et avoir un produit plus efficace et un projet plus efficace. Je crois que j'en ai terminé. Merci beaucoup. Et merci pour le reste de la réunion qui, je suis sûre, sera très intéressante. Merci, Elena. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans ce projet. Vous venez de commencer. Je n'ai pas eu l'occasion de présenter Expertise France. Nous travaillons dans 4 pays, Kenya, Mali, Togo, et nous faisons quelque chose de semblable à Bamako. Nous travaillons avec Bamako, qui a 6 municipalités, à Ségour également. Nous travaillons dans l'intercommunalité de Balassan, qui a également 4 municipalités. Nous faisons quelque chose de très semblable. Nous avons terminé déjà l'étude de base et maintenant nous sommes passés à l'étape suivante pour définir les actions. Nous vous encourageons vraiment à continuer dans ce sens. Je pense que c'est très prometteur. Je crois qu'à présent, c'est le temps des questions-réponses. Nous voulons laisser la place aux participants. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais demander à Tara, combien de temps avons-nous pour peut-être 20 minutes, c'est ça, Tara? Oui, 20 minutes. Merci. Nous n'avons pas eu beaucoup de questions dans le chat. Vous pouvez continuer d'écrire et d'envoyer vos questions par le chat. Vous pouvez simplement lever la main là où vous êtes en utilisant le bouton « Lever la main ». Sinon, j'ai quelques questions quand même à poser à nos orateurs. Alors, je peux peut-être commencer pendant que d'autres questions arrivent. Première question serait pour notre premier intervenant, Kirsty. Kirsty, en termes de communication, pourriez-vous nous dire que doivent faire les signataires pour avoir une bonne communication? Qu'est-ce qui est très important? À qui devons-nous, quel est le contenu des communications et à qui doit-on communiquer ces informations? Merci. En termes de ce qui a besoin d'être communiqué, ce qui doit être communiqué, bien sûr, ce sont les actions à l'intérieur du CCAP, c'est-à-dire que veulent faire les villes, qu'est-ce qui peut affecter les villes sur le terrain. C'est là-dessus qu'il faudrait communiquer. Quelles seront les actions, donc, dans le cadre du CCAP et vers qui doivent-elles être communiquées, ces actions? Alors, quiconque est impliqué dans la mise en place de cette action, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont impliquées dans le développement, dans la phase de développement, ou d'autres. Et nous devons également communiquer les actions CCAP au maire. Comme je l'ai dit, il faut que le maire sache ce que nous faisons pour pouvoir faire la promotion du CCAP. Et en dernier, si des actions doivent être financées externellement, de l'extérieur, pardon, il faut aussi demander du soutien assez tôt dans la procédure. Donc, il faut bien sûr communiquer avec ces institutions pour expliquer l'action. Et si possible, les communautés qui seront affectées par l'action en cours sur le terrain doivent être également informées au cours de la procédure.
La donnée est importante, les données sont importantes. Le domaine social est également très important. Donc, vraiment impliquer les personnes, la communauté qui sera directement affectée par l'action pour être sûr que la communauté puisse s'impliquer en étant au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup Merci beaucoup pour cet exemple. pour cet exemple. Alors, si je ne sais pas s'il y a des mains levées, peut-être que je vais te poser une autre question, du coup, pour Mathéus, peut-être, notre deuxième orateur. Alors, Madame Covey-Pant a dit que les gouvernements locaux devraient trouver des financements et des opportunités de financement depuis le départ. Donc, est-ce que vous avez une manière dont cela pourrait être effectué? C'est pour la prioriser depuis le début, depuis la planification. D'accord. Comment peut-on préméditer ou prévoir en tout cas les opportunités de financement depuis la phase de planification? Alors, je pense que ce qui est l'élément le plus important pour un plan d'action climat, c'est comment transformer un plan en action. Et pour que cela se passe, il faut un financement. Donc, je crois que ce qui est le plus important lorsqu'on débute ou lorsqu'on développe un plan, voir ce qui est réalisable, faisable. Et pour cela, il faut avoir des analyses. Et à NC40, nous avons une sélection, un processus de priorisation, un processus dans lequel nous listons et numérotons les différentes actions. Et c'est très important parce que si vous avez une action importante avec un fort impact, mais finalement très peu de faisabilité, avec peu de possibilités pour trouver des financements, eh bien, ce ne sera pas possible de le mettre en œuvre. Donc, ce que je pense, c'est que la faisabilité est vraiment l'un des critères clés pour définir les actions qui pourront être priorisées ou pas. Et analyser cela est important, mais je ferai une exception ici parce qu'il faut laisser place au changement. Parfois, la faisabilité sera véritable au départ, mais plus à la fin parce que, par exemple, nous avions des bus électriques qui n'étaient pas très réalisables ou faisables au départ, mais maintenant le maire s'y est intéressé à l'histoire de ces bus et donc il faut vraiment mettre l'accent sur la faisabilité et cela dès le départ. Parce que si l'ambition est également très importante, si vous avez l'ambition au cœur de vos projets, mais si c'est quelque chose que vous pouvez défendre, peut-être qu'il n'est pas très réalisable au départ, peut-être que vous trouverez quand même le financement parce que vous avez la bonne ambition, la bonne énergie. Et donc, voilà, il faut de la connaissance, des études, des analyses, mais également un peu d'ambition de la ville, l'ambition de la ville elle-même. Les ambitions. Merci beaucoup. Je vois que des caméras s'allument. Je vois une main levée de M. Dossé Akiti. Vous pouvez prendre la parole, monsieur, et activer votre micro si vous le souhaitez, monsieur Akiti. Et poser votre question. Merci. Je voudrais vous remercier, les intervenants, pour la qualité des présentations. Nous sommes une jeune commune suite à la décentralisation. Nous sommes à Lomé, au Togo. Notre commune s'appelle commune de Golfe 1, dont le maire est M. Gomado Kwame Glempo. Nous avons, pour cerner les différents problèmes et besoins de la commune, le maire a initié un projet d'élaboration du plan de développement communal et nous sommes à la phase de validation. Nous avons intégré des aspects climatiques, mais comme nous sommes signataires d'initiatives comme ça, il nous est demandé de pouvoir élaborer du moins le plan, ne serait-ce que réunir le plan, ce qui concerne la vulnérabilité climatique. Et nous voulons, dans le cadre donc, de cette perspective,
en suivant les différentes interventions, réunir les différents acteurs susceptibles d'intervenir dans le processus est un gage du succès. Nous voulons savoir comment mobiliser efficacement ces différents acteurs susceptibles d'intervenir dans le processus. Car notre ambition du maire, c'est de pouvoir commencer. Très bien, Voilà je vous remercie. notre préoccupation. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vais peut-être prendre cette question. I don't know if the question was already translated into Je ne English. sais pas si la question a déjà été traduite. Monsieur Dossé Akiti représente la municipalité de Golfar dans laquelle qui fait partie de Lomé au Togo et ils doivent développer les nouvelles. Ça a été créé en 2019 après les élections municipales et ils ont développé leur plan de développement pour intégrer tous les problèmes climatiques dans ces plans. Mais comme ils sont membres de comme SSA également, ils veulent savoir comment avoir toutes les bonnes parties prenantes intégrées dans le processus. Donc, je vais répondre en français si vous le voulez bien. Déjà, monsieur, ou si ce n'est pas avec vous directement, c'est avec quelqu'un de la commune. Donc, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à l'intégration des enjeux climat-énergie dans le PDC. Donc, tout d'abord, pour vous rassurer, la Convention des maires et le JRC, le JRC donc, qui a développé la méthodologie, n'obligent pas les communes à développer un plan d'action climat-énergie à part, en plus du PDC. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Si vous arrivez à intégrer on va dire les recommandations de la méthodologie comme SSA dans votre PDC, ça peut être validé comme un plan climat. Les conditions, c'est de faire les 3 études de diagnostic sur l'inventaire de gaz à effet de serre, l'analyse des risques et de vulnérabilité et l'accès à l'énergie. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Et pour réunir les acteurs autour de cela, vous avez de la chance. Nous, Experts Dispense, nous travaillons au Togo sur la Convention des maires et nous sommes en train de réunir, on va dire, un pool d'acteurs, un pool d'experts qui sont en train de se former sur les outils de la Convention des maires qui vont pouvoir appuyer les villes, puisqu'on sait que toutes les communes n'auront pas forcément les ressources pour intégrer tous ces enjeux techniques. Donc, vous avez déjà un certain nombre, mais j'en vois qui sont dans les participants aujourd'hui d'ailleurs, un certain nombre d'ONG et de bureaux d'études qui sont très bien formés à ces outils-là. Et nous sommes en train de développer un certain nombre de formations pour vraiment savoir comment utiliser ces outils-là. D'ailleurs, nous devions organiser une formation spécifique sur les outils GRC à la fin de ce mois. Malheureusement, avec les nouvelles restrictions du gouvernement, nous sommes obligés de l'annuler. Mais ça sera reporté d'ici peu. Et comment intégrer les acteurs? Donc, comme vous avez vu dans quelques présentations, hein, tout le monde, je crois que tous les présentateurs l'ont dit, il faut d'abord faire une cartographie des acteurs qui sont concernés par le sujet. Les acteurs de la commune, les acteurs nationaux ou régionaux, les acteurs de la société civile, éventuellement les partenaires techniques et financiers, pas éventuellement d'ailleurs, c'est bien, ça rejoint la question qui a été posée avant à M. Ortega, d'intégrer les partenaires techniques et financiers dès la phase de planification. Comme ça, ils comprennent tout de suite le processus et ils peuvent tout de suite vous aiguiller sur comment, qu'est-ce qui est important en fait à intégrer dans votre plan climat. Donc, c'est tous ces acteurs qu'il faut identifier. On peut vous y aider puisqu'on l'a fait avec d'autres communes au Togo. D'autres communes du Togo peuvent vous y aider. D'ailleurs, lors de cette session, fin septembre, on devait avoir des retours d'expérience de Tchévier, Palimé et Sokolé. Donc, vous pouvez les joindre. Hein. Je crois que des représentants de Palimé sont d'ailleurs ici aujourd'hui, dans cette session aujourd'hui. Vous pouvez leur demander quels acteurs ils ont mis autour de la table. Très important d'intégrer la CET pour la partie énergie, ne pas les oublier. Et là-dessus, voilà, je ne vais pas être plus longue. En tout cas, n'hésitez pas à me recontacter et je vous en dirai plus à Lomé. J'espère que j'ai à peu près répondu à votre question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sorry, I'm switching back to English. Je repasse à l'anglais. J'ai répondu en français puisque nous travaillons
au Togo, nous sommes déjà en contact avec cette ville et nous travaillons ensemble. Donc, avons-nous d'autres questions des auditeurs? Si ce n'est pas le cas, j'ai encore 2 questions pour nos panélistes. Si nous avons du temps, Tara, dites-le moi. Est-ce qu'on a du temps pour 2 questions? Je crois que si c'est rapide, oui, sinon ça va être compliqué. On peut s'arrêter là si vous pensez que cela sera trop. Bon, malheureusement, je crois qu'on devrait clore la session avant de préparer pour la prochaine. Eh bien, j'aimerais vous remercier tous. Tout d'abord, nos panélistes, bien sûr, pour ces présentations formidables, pour tous ces exemples très clairs, utiles pour les participants. Et j'espère que vous avez pu noter des contacts avec lesquels vous pourrez converser plus tard. Et j'aimerais saisir l'opportunité ici pour vous dire que nous allons avoir un autre rendez-vous, si le Covid le permet, en mai, du 17 au 21 mai, qui aura lieu à Kisumu, au Kenya. Et cela se déroulera pendant le sommet des pays africains et ce sera organisé par Expertise France. Nous espérons, bien entendu, nous espérons fort être capables de pouvoir se rencontrer en face à face lors de cet événement-là. Donc, nous espérons vous y voir tous l'année prochaine. Merci infiniment et je vous souhaite une bonne après-midi. Nous avons une session sur l'adaptation juste après, donc n'hésitez pas à la suivre, à vous joindre à nous. Bon après-midi, bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Thank you very much.